Rita Lalou, merci d'être parmi nous ce soir pour la Journée internationale des droits des femmes. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et nous dire pourquoi cette journée est tellement importante pour vous? Alors, je m'appelle Rita Lalou, je suis directrice générale de l'École centrale Casablanca, mais pas que. J'ai des fonctions dans l'entreprise au Maroc, que ce soit au niveau du groupe Saham, de mon entreprise en tant qu'holding d'investissement. Je suis vice-présidente du patronat marocain, de la CGM. J'ai un certain nombre d'activités dans le tiers secteur, hein, ou dans la société civile, puisque je préside ou je suis dans les conseils d'administration d'un certain nombre d'ONG qui travaillent pour le mieux vivre ensemble, pour la capacité et l'inclusion des femmes et des jeunes. Donc, je pense que à travers ce triptyque, je suis particulièrement sensible à ce sujet. J'ai participé au nouveau modèle de développement au Maroc, dont j'ai eu l'honneur d'être membre dans le comité et j'étais donc en charge avec évidemment beaucoup de membres, mais j'étais dans la coordination du Maroc inclusif. Et donc, j'ai eu la chance de travailler en plus sur le sujet de l'inclusion des femmes. Et donc, pendant quasiment 18 mois, nous avons énormément auditionné toutes catégories de femmes dans toutes les régions du Maroc, dans toutes les catégories socio-professionnelles. Et je peux vous dire que à travers cette vision et cette connaissance accélérée, j'ai encore plus soutenu mes convictions et je suis encore plus claire dans la spécificité marocaine. Et donc, vu l'importance de ce sujet, vu qu'il est tellement global et qu'il doit être traité que de manière systémique, je suis totalement énervée chaque fois qu'on arrive au mois de mars pour commencer à parler des femmes, parce que moi, c'est un sujet d'abord qui m'interpelle tous les jours et sur lequel j'ai la chance et l'occasion de travailler tous les mois. Et donc, voilà, pour peut-être impliquer, engager, sensibiliser, conscientiser tout le monde, c'est bien, mais c'est un sujet honnêtement tellement complexe qui ne peut pas être traité une semaine par an. Alors, vous dites systématiser les droits des femmes. Est-ce que vous auriez un exemple concret dans votre vie professionnelle que vous auriez mené pour nous expliquer en quoi votre action aide à la promotion des droits des femmes? Alors, moi, j'ai la chance, si vous voulez, d'avoir une vision un peu en hauteur, tout en étant sur le terrain. Donc, j'ai cette capacité, d'abord, avant de rentrer peut-être dans le guidon sur un sujet micro, j'ai eu, grâce à ce que je viens de vous expliquer, la chance de participer à des stratégies. Je suis, par exemple, dans un groupe bancaire français dans le comité de l'inclusion de toutes les minorités sur plus d'une dizaine de pays en Afrique. Donc, j'ai je pense, cette chance de pouvoir comprendre la problématique de manière générale. Et quand je vous dis que le sujet doit être intégré et traité de manière systémique, c'est que tout le monde doit participer à sa gestion. D'abord, il faut comprendre la problématique marocaine, qui est une problématique un peu spécifique et qui n'est pas liée ni à l'arabité, ni à la continentalité africaine, ni à l'islam, ni à quoi que ce soit. C'est en soi un dispositif socio-culturel, historique, qui fait qu'aujourd'hui, on fait partie des pays qui ont un taux d'emploi ou un taux d'activité qui est encore plus bas, très, 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 très bas, et qui fait qu'on ressort systématiquement dans le gender gap ranking très mauvais. Et non seulement on est très mauvais en soi, puisqu'on doit être, je crois, autour de 156e. Alors, cette année, on a une bonne nouvelle parce qu'on a reprogressé, mais ça fait 20 ans qu'on décline tous les ans, tous les ans, tous les ans ce ratio et qu'on décline tous les ans notre ranking. Et donc, on essaye de comprendre simplement pourquoi, malgré toutes les actions qui viennent du monde
politiques et publiques, hein, parce qu'il y a eu plus d'une quinzaine de politiques publiques qui viennent pour engager les femmes, faire travailler les femmes, aider l'entrepreneuriat des femmes, etc., on a une courbe qui n'infléchit pas et qui est toujours malheureusement en détérioration. Et c'est ça qui, moi, me préoccupe. Après, au-delà de cette vision macro sur laquelle je vous dis on ne peut y répondre que de manière systémique, c'est-à-dire avec un engagement des publics, de l'État, des ministères, des agences, mais également du privé, des entreprises, des entrepreneurs, des fédérations professionnelles, etc., mais également avec un tiers secteur qui est primordial, avec tout le dispositif de l'éducation, de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, juste pour vous donner une toute petite exemple, diplôme plus de femmes que d'hommes, mais en finale, il y a à peine 15,9% des femmes qui sont en âge de travailler et qui sont en activité. Donc, ça veut dire qu'après les avoir diplômées, le système les met dans un marché dans lequel elles ne peuvent pas travailler pour tout un tas de raisons sur lesquelles on ne va pas avoir le temps de discuter. Et donc, du coup, ce phénomène qui est un phénomène vraiment, même en termes de compréhension complexe, doit donner lieu à un certain nombre d'actions et surtout de la coordination d'actions. Et j'en étais au tiers secteur. Le tiers secteur, c'est les médias et la sensibilisation des médias pour ce sujet, c'est l'éducation nationale et les valeurs qu'on propose à des très jeunes enfants, et ça démarre très très jeune, hein, quasiment en préscolaire. Dans le tiers secteur, évidemment, il y a la société civile avec toutes les associations féministes qui travaillent de concert ou pas d'ailleurs, parce que certaines ne sont pas coordonnées. Et puis, vous avez les partis politiques, et puis vous avez les syndicats, et puis vous avez tout ce beau monde qui doit se coordonner et avoir une vision et des objectifs communs. Et donc, au-delà de cette vision plus stratégique et que moi, j'estime devoir absolument être systémique, j'ai la chance de pouvoir voir à travers les associations pour lesquelles que j'aide, pour lesquelles j'apporte du mécénat ou pour lesquelles je contribue des fois de manière très modeste, mais j'ai l'occasion de voir ce qui se passe. Et là, je me rends compte que les problématiques sont très, 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 très profondes. Quand on parle, par exemple, en Europe, de contribuer, je ne sais pas, sur les droits des femmes, quand vous allez dans certaines zones rurales au Maroc et que vous parlez à des femmes, elles ne sont même pas conscientes d'être des citoyennes pleines et entières. Elles ne sont même pas conscientes qu'elles peuvent exprimer un inconfort, une volonté, exister en tant qu'être humain. Et donc, quand vous partez de là, vous vous rendez compte de la distance qu'il faut avant même de commencer à former ou de commencer à conscientiser ou de commencer à donner des droits. Et ces droits, il faut qu'elles aillent les chercher aussi. Donc, il faut qu'elles soient actrices de ce changement. Et donc, après, effectivement, entre les deux, entre la vision très macro et la vision très micro, il y a des mécanismes qui doivent se mettre en place pour faire que tout le monde participe et apporte sa pierre à l'édifice. Alors, vous êtes une femme qui est une femme leader, vous êtes une femme dirigeante, vous êtes à la tête de l'école centrale aujourd'hui. Est-ce que, justement, vous pensez que les femmes doivent accéder à plus de possibilités de leadership, en particulier dans tout ce qui va être éducation à la paix, par exemple? Alors, évidemment, je réponds par oui, parce que dans la paix, il y a un sous-jacent qui est la valeur de la paix et qui est la capacité de pouvoir s'écouter, comprendre et avoir de l'empathie pour pouvoir construire ensemble. Et toutes les valeurs que je viens de citer sont, à mon sens, des valeurs plus féminines que masculines. Et donc, je ne vois pas d'autres archétypes de personnalisation ou d'incarnation de ceux qui doivent travailler sur les sujets de la paix plus que les femmes. Après, je ne dis pas que les hommes n'en sont pas capables, je dis simplement que pendant des millénaires, ces valeurs ne sont pas les valeurs en général qu'on attend des hommes et ce sont plutôt les valeurs
qui ont été incarnées et développées par les femmes. Donc, évidemment, pour moi, c'est une évidence et on ne peut même pas se poser de questions là-dessus pour qu'elles soient actrices. Et d'ailleurs, je pense que dans votre expérience, on voit bien qu'elles rentrent très vite sur ces sujets et qu'elles ont probablement une capacité plus efficiente pour trouver des terrains de négociation et je l'espère en tout cas de finalisation de, 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 de textes ou de conventions ou de capacité à s'entendre. Maintenant, au-delà du sujet de la paix, je pense que les femmes doivent être actrices tout court de tous les sujets liés à leurs droits et à leur capacité d'être l'égal de l'homme, que ce soit dans le monde du travail ou que ce soit dans le monde de la politique ou que ce soit dans le monde du social ou que ce soit partout. Parce que ma conviction, c'est que aujourd'hui, même si pendant très longtemps j'ai été parfois théoriquement contre certaines pratiques, comme le quota, hein, typiquement, je pense que quand on démarre et qu'on a la chance justement de pouvoir être outillé, de n'avoir soi-même jamais subi de ségrégation professionnelle, entre autres, on se dit mais il n'y a pas de raison qu'on donne aux femmes un droit juste parce que c'est une femme et elle doit être tout aussi méritante que son homologue masculin. Il se trouve que malheureusement, quand on est sur le terrain et qu'on voit toutes les difficultés réelles que subissent énormément de femmes, et ben malheureusement, c'est pas si évident que ça. Et ces droits, il faut aller les arracher, il faut aller se battre pour pouvoir les obtenir. Et donc, pour moi, les femmes doivent être impliquées et engagées pratiquement sur tous les sujets qui les concernent, et en particulier leurs droits élémentaires. Mais après leurs droits élémentaires, il y a les droits de travailler, il y a les droits à la dignité, il y a les droits de se développer, il y a les droits pour s'épanouir et pour être pleinement égal sur tous les aspects de la citoyenneté. D'ailleurs, à l'école centrale, vous avez un même nombre d'hommes et de femmes qui sont acceptés. Est-ce que les femmes, justement, ensuite, après Dans la formation initiale, c'est-à-dire le diplôme d'ingénieur, hein, qui est notre raison d'être avant l'executive education, la recherche et tout ce qu'on fait en parallèle. Mais sur la formation initiale, nous avons un taux de recrutement de 35%, qui est évidemment moins bien que si nous étions à une totale parité, mais qui est, si on le compare par exemple à nos homologues français, hein, d'écoles d'ingénieurs, ne serait-ce que des écoles centrales, ils sont beaucoup plus bas. Sur les dernières années, à Centrale Supélec, c'était plutôt un taux de 17%. Et c'est un vrai sujet, par exemple. En France, c'est un sujet qui a été saisi par le comité, le conseil d'administration d'école, d'ailleurs, qui est présidé par une femme, qui est la présidente de France Télévisions et qui en fait un vrai cheval de bataille parce que justement, les femmes vont moins dans l'ingénierie, mais pas pour les mêmes raisons, probablement, que le Maroc. Au Maroc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans l'enseignement supérieur, y compris dans les thématiques techniques, scientifiques, mathématiques, d'ingénierie, etc. Au Maroc, hein, les femmes sont plus nombreuses à être diplômées, mais le problème, c'est qu'elles ne vont pas dans les activités, même pas tertiaires, hein, elles ne vont pas dans les activités tout court. Et quand je vous donnais le chiffre de 16% de taux d'activité, il n'est pas simplement cantonné chez les femmes qui sont dans un niveau social de CSP bas. Vous allez retrouver ce taux dans les CSP les plus hautes jusqu'aux CSP les plus basses. Et donc, c'est vraiment un phénomène global, mais qui s'explique avec plein d'éléments différents. Il n'y a pas une seule raison qui a généré ce taux, il y a toute une série de raisons historiques, contextuelles, probablement culturelles, et je vais terminer par ça. Dans la dernière étude qu'a fait le Conseil économique et social et environnemental marocain, il a questionné beaucoup de femmes
sur la problématique de l'inclusion économique, sachant que, juste pour rappel, pour nous, l'inclusion économique permet de facto tout le reste. Parce que quand vous êtes en capacité d'être autonome d'un point de vue professionnel, ben, vous êtes beaucoup plus solide face aux aléas de la vie, vous êtes beaucoup plus solide pour vous défendre quand vous êtes spolié, quand vous vous retrouvez célibataire, veuve ou autre, et donc tous les droits qui viennent dans la vie et dans les difficultés de la vie sont quasiment pas réglés, mais bien amoindris quand vous avez une autonomie professionnelle. Et donc, la question qui a été posée aux femmes, c'est qu'est-ce que vous estimez être la raison la plus importante pour cet écart de genre et cette difficulté à s'insérer dans le monde professionnel. Et il faut savoir que dans les réponses, 70% des répondantes ont positionné le critère des stéréotypes et de la, comment dire, de la culture et du positionnement de la femme dans les mentalités comme la première raison, bien devant les raisons 2 et 3 qui sont plutôt autour de 50% des répondants et qui concernent toutes les conditions de l'environnement de travail, la capacité à pouvoir avoir l'aide nécessaire quand on travaille, par exemple, pour garder les enfants, pour avoir une sécurité idoine dans les transports, avoir réglé la problématique du harcèlement dans les lieux de travail, mais également dans les lieux publics, la garde des personnes âgées. Tous ces critères viennent bien derrière, mais ils sont importants, hein, il ne faut pas les sous-estimer. Il y a également un dernier critère évident, mais qui est plus, qui concerne plus le monde rural, hein, qui représente quand même plus d'un tiers de la population marocaine. Et là, pour le coup, dans ce monde, on doit aussi analyser la problématique de l'éducation, parce que dans ce monde rural, les jeunes filles et les petites filles sont déscolarisées beaucoup plus vite et elles ont, pour le coup, un vrai handicap, et cette fois-ci plutôt en termes d'éducation et de formation, contrairement au monde urbain. Alors peut-être justement une dernière question pour cette Journée internationale des droits des femmes. Quel message vous voulez adresser aux personnes qui nous regardent, en particulier à ces jeunes femmes? Écoutez, j'ai deux messages importants. C'est que quand je regarde aujourd'hui la génération Z, c'est pas des gens de notre âge qui doivent leur donner conseil parce qu'elles sont bien plus conscientes que nous, elles sont bien plus outillées que nous, elles sont bien plus engagées que nous et elles sont au fait de ce qu'il faut faire pour rendre le monde meilleur. Donc, celles-là, je pense qu'il faut plus les écouter et profiter de leur conscience et leurs engagements aujourd'hui pour pouvoir, nous tous, nous mettre en action. Donc ça, c'est la première recommandation, mais évidemment, je pense qu'on doit tous participer à leur conscientisation. Et ce que je dirais simplement, c'est que, puisque moi, c'est le sujet marocain qui m'importe, je dirais qu'on est très, très bon au Maroc pour plein de sujets et, on n'est pas bon sur ce taux d'activité, cette inclusion, mais il ne faut absolument pas le considérer comme une fatalité ou un facteur qui est lié à notre positionnement d'émergence de pays en cours de développement, parce que pour le coup, il n'y a aucune règle là-dessus. Quand je travaille, par exemple, et j'ai la chance de pouvoir travailler, par exemple, avec des pays européens, type l'Allemagne, ou des pays asiatiques comme le Japon, qui sont très, très avancés hein, dans notre inconscient collectif, par exemple, sur les sujets industriels ou autres, eh ben, ils ont la même problématique que le Maroc. Donc et puis, à contrario, hein, il y a des pays arabes comme la Tunisie, ou il y a des pays africains comme le Kenya ou comme le Rwanda, qui sont
très, très, très avancé. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de fatalité, il y a une volonté et il y a une capacité surtout à travailler ensemble parce que c'est ce qui nous manque le plus. Et chacun individuellement est plutôt bon dans son diagnostic et dans la solution à son problème, mais on est très mauvais dans nos capacités à travailler ensemble. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment un gros effort à faire et matière à progresser. Rita Lalou, Merci. merci. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous et merci de ce temps et de cette prise de parole qui, j'espère, sera utile.